Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo et aujourd'hui on est sur un énorme morceau, un monument du 4X, un énorme... le mastodonte, le big boss en fait des 4X. On est sur Dominions 4 Thrones of Ascension. Donc Dominions 4, qu'est-ce que c'est? En fait, Dominions, qu'est-ce que c'est? Déjà, je tiens à vous mettre en garde, on va avoir deux vidéos là dès le début de la série qui vont être énormément de blabla et zéro gameplay. Donc si vous connaissez déjà le jeu, je vais rien expliquer que vous ne connaissez pas. Donc si vous connaissez déjà le jeu, je vous donne rendez-vous directement à l'épisode numéro 1 en sautant l'épisode 0 et l'épisode 0 et demi. Pourquoi? Tout simplement parce que ce premier épisode va être concentré sur l'explication de ce qu'est Dominions et la création de notre nation slash dieu, grosso modo. Et le deuxième épisode, ce sera une présentation des unités de la nation qu'on aura choisie une fois la partie lancée. Donc, commençons ici, maintenant que ces premières, on va dire, ces avertissements sont donnés. Dominions, qu'est-ce que c'est? Dominions, c'est un 4X, tout ce qu'il y a de plus classique dans son fonctionnement global. C'est-à-dire que vous êtes à la tête d'une nation. Cette nation va être confrontée à d'autres nations sur une carte divisée en zones. Et le but du jeu, ça va être de surclasser les autres nations. Là où déjà Dominion se démarque de ses concurrents, c'est que ici, l'idée de nation est intrinsèquement liée à l'idée de religion. En gros, si on devait résumer l'histoire, il y a un dieu unique, dominant, qui a disparu. Voilà, il a disparu, on sait pas où il est, il a abandonné le monde, et donc du coup vous avez une myriade de personnages avec des pouvoirs quasi divins qui commencent à s'affronter pour obtenir la place de ce dieu unique. En gros, c'est une guerre de succession. Pour ce faire, donc, va y avoir les fameux trônes de l'ascension, comme le dit le sous-titre, mais on reviendra là-dessus quand on configurera la partie. Mais grosso modo, vous allez devoir donc convertir des gens à votre religion, les pousser à croire en vous, pour vous permettre de devenir ce dieu unique. Pour ce faire, vous pourrez soit avoir un rayonnement religieux plus fort que vos voisins et donc écraser religion sous la puissance de la vôtre, soit tout simplement faire intervenir vos armées et des prêtres qui feront on va dire ils vont prêcher leur paroisse de façon un peu plus active, dirons-nous. Et du coup, au-delà de la nation, ce que vous allez aussi diriger dans Dominions, c'est le fameux prétendant au titre de dieu, ce fameux pretender. Ça va être une des pierres angulaires de votre nation, et ça va d'ailleurs être le gros objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, commençons par créer une carte, une partie. Là, on a le choix entre plusieurs cartes, donc je vais passer très rapidement, mais grosso modo, vous avez pas mal de types de cartes. Si vous avez ce petit symbole au-dessus, ça veut dire que c'est une map en mode wraparound. Ça veut dire tout simplement, alors je vais vous montrer, mais ça va être extrêmement facile. Vous avez par exemple Parganos, qui est la map sur laquelle nous allons jouer, qui existe en mode wraparound et qui existe en mode normal. En mode normal, en gros, si vous êtes ici, vous êtes coincé dans votre angle. Voilà, c'est coincé, vous ne pouvez pas bouger, vous pouvez aller que en bas, à gauche, sur les côtés, bref, vous ne pouvez pas aller de ce côté et de ce côté. Si vous êtes dans le mob wraparound, vous pouvez en fait, si vous êtes ici, voyager et en fait vous aurez ce bout de la carte qui apparaîtra ici. Ça fait des effets un peu bizarres quand vous dézoomez sur la carte parce que du coup des fois vous voyez plusieurs fois la même province, mais c'est quand même vachement pratique. Parce que ça donne un intérêt stratégique énorme, parce que de la même façon, ici, ça vous ferait apparaître ici, en fait. Bon, du coup, forcément, bref, ça reste classique. Mais du coup, en fait, ce qu'il y a là, ça va vous amener ici. Si vous êtes ici, ça va vous amener ici. Et du coup, bah, l'intégralité de la map se retourne entre elles, et ça fait une vraie sphère, quoi. Donc c'est quand même vachement cool. Nous, on va quand même jouer sur le Parganos normal.
Donc tout simplement pour avoir une vision un peu plus classique de la carte et au niveau stratégique rester dans on va dire quelque chose d'assez simple pour cette première partie. Donc ils nous disent que la partie, la carte est faite pour 6 à 10 joueurs, ça tombe bien, en fait on va jouer à 6 sur cette map. Donc entrons un nom de partie, on va l'appeler tout simplement YouTube, puisque j'enregistre pour YouTube. Et donc nous arrivons sur la sélection des aires. Dans Dominions, vous allez pouvoir choisir sur quel âge, en gros, le early, middle ou late age, vous voulez jouer. Donc c'est une ère, donc on pourrait appeler ça les aires précoces, moyennes et tardives, par exemple. Et comme bon, je vais pas vous obliger à lire ce qu'il y a en dessous, mais en gros, c'est un équilibre entre la magie et la puissance des différentes civilisations qui va s'instaurer en fonction de ces âges. En early age, vous aurez un monde plein de magie, avec des civilisations qui en sont qu'à leur début, et donc des armes qui vont être faites de pierre, de bois ou de bronze. En Middle Age, vous avez toujours de la magie. Ça, c'est pas... disons que c'est pas... vous n'avez pas une perte énorme de magie. Alors, comme ils le disent, les mages ont perdu une certaine partie de leur savoir. Ils ont perdu cette on va dire cette symbiose avec le monde magique qu'ils avaient. Et en plus de ça, pour lancer des magies, vous allez avoir besoin de ressources magiques, de pierres, de perles, de sacrifices humains. Tout ça, c'est moins abondant en Middle Age qu'en Early Age. Donc vous aurez un équilibre entre technologie et magie qui va être plus proche l'une de l'autre. Vous ne pourrez pas faire l'un sans l'autre, si vous voulez. C'est indispensable. De toute façon, globalement, que ce soit Early, Middle ou Late Age, vous aurez besoin des deux. Mais c'est la puissance de l'un par rapport à l'autre qui va changer. En Late Age, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous aviez le fer en Middle Age qui était présent dans quasiment toutes les civilisations pour se battre, pour équiper les unités de combat, etc. En Late Age, ça va même plus loin. Vous avez le fer, vous avez aussi l'acier qui devient disponible à la plupart des nations. Les ressources magiques ont continué à diminuer, vous en avez encore moins. Mais par contre, les mages, eux, se sont organisés et leur connaissance de la magie est même supérieure à celle de l'Early Age. C'est-à-dire que vous avez des mages beaucoup plus puissants, mais qui ont moins de ressources pour lancer leur sort. Donc il faudra être beaucoup plus, on va dire, radin dans la façon dont vous lancez vos sorts. Vous aurez accès à beaucoup moins de créatures magiques, vous pourrez lancer beaucoup moins de rituels, donc il faudra les lancer beaucoup plus stratégiquement. Comme j'ai envie de vous montrer quand même dans ce premier let's play les spécificités magiques de la magie dans Dominions, j'ai très envie de vous faire un let's play en Early Age. Par contre, il est tout à fait, même carrément très probable que je vous fasse un let's play en Late Age, un de ces quatre, tout simplement parce que j'adore ce jeu. Je l'ai connu avec Dominions 2, j'ai joué un peu à Dominions 3 parce qu'il était pas cher sur Steam, et là quand j'ai vu Dominions 4 à moins 50% sur Steam, j'ai foncé dessus. Je l'ai acheté, il coûte 15 €. Ce jeu est juste magique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un jeu exceptionnel. Juste, faut pas s'attendre à des graphismes de ouf. Le jeu est moche, et le jeu est clairement moche. Mais on joue pas à Dominions pour avoir un éclat graphique. On joue à Dominions pour la profondeur de son gameplay, pour la richesse de ses options, pour la richesse de sa stratégie et de sa tactique. Donc choisissons Early Age. En Early Age, donc on a dit qu'on allait mettre donc 5 random joueurs. On a choisi une map où il y a un peu d'eau, mais pas trop. Du coup, j'ai bien envie... Alors, ça, c'est toutes les nations qui sont disponibles pour jouer avec en Early Age. Les nations sont pas forcément les mêmes en Middle Age et en Late Age. Certaines se retrouvent mais ont quand même des unités différentes, voire des spécificités un peu différentes. Mais vous n'avez pas forcément les mêmes troupes. Vous avez même pas forcément les mêmes nations du tout, quoi.
Au-delà de ça, donc, au-delà de leur sélectionner une nation, je peux tout simplement leur dire je veux que la nation soit terrestre ou soit aquatique. Et ça c'est assez intéressant, c'est quelque chose qui n'existait pas dans le 3, et ça permet d'avoir des nations qui sont un peu plus... Par exemple, vous êtes sur une carte, vous vous dites qu'il y a de l'eau, mais il n'y en a pas assez pour 2 nations, bah voilà, là on va mettre une nation aquatique. Donc je sais que ce seront des nations aléatoires, mais je sais que dans l'eau, il y en aura une d'aquatique et pas 2. Donc on aura une nation aquatique qui pourra être d'ailleurs très puissante, mais et on aura 4 nations terrestres. Ça tombe bien parce que nous, on va jouer à une nation terrestre aussi. Je veux pas parler du Disciple Game, c'est un mode de jeu assez particulier, plutôt, je pense, c'est plutôt destiné aux multijoueurs. En fait, je vais en parler vite fait, mais en gros, ça permet d'avoir des équipes avec un seul pretender pour plusieurs joueurs. Et du coup, ça permet, par exemple, vous voulez faire un 4 contre 4 contre 4 contre 4, mais avec 4 grosses énormes nations, et ben vous pouvez très bien jouer avec un seul pretender. Ça peut être assez marrant. Mais je pense que c'est plutôt à réserver aux multijoueurs. Donc vient le moment où on va choisir nous, notre nation. Alors là c'est le moment assez drôle parce que les nations que vous voyez, elles sont tirées de plein de choses. C'est du fantastique, parce qu'il y a de la magie, mais c'est pas du fantastique dans ce qu'on retrouve. C'est-à-dire que vous avez oublié les orques, oublié les gobelins, oublié les elfes, oublié les nains. Ici c'est pas ça. Ici la plupart des nations sont tirées soit de folklore ou de mythologie qui nous parlent, soit ils sont tirés de l'histoire. Prenons par exemple les Marverni. Les Marverni, Time of Druids, c'est une nation qui est inspirée des peuples gaulois, celtiques en règle générale, diront. Avec leurs druides, avec leurs différentes tribus qui vont apporter des unités différentes. Et du coup, c'est ça, c'est une union de nations tribales. Et du coup, c'est... Voilà. Les Tirnanog que nous allons jouer, c'est complètement différent. Les Tirnanog sont tirés du folklore irlandais, on va dire de la mythologie irlandaise, avec les Tuatha Dé Né et les Sides, donc, qui sont typiquement tirés de ce genre de trucs. Grosso modo, les Tuatha Dé Né, alors je ne suis pas expert là-dedans, loin de là, mais il me semble que c'est une sorte d'elfes, entre guillemets, c'est-à-dire des créatures magiques qui se dissimulent, mais qui dominent les vivants, et qui sont capables de se draper de voiles d'illusion, en fait. Et ça se retrouve dans le jeu où les Sides et les Tuatha sont capables de tisser des illusions pour dissimuler leur apparence réelle et être plus difficile à toucher en combat, par exemple. Donc nous allons choisir les Tirnanog. Quand nous donnons, donc, ils nous donnent un résumé de ce que sont les Tirnanog, donc ça peut être assez intéressant pour en découvrir un peu sur le folklore, bien que ce reste très sommaire, et c'est pas comme ça que vous allez devenir un expert des différents folklores mondiaux, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. C'est-à-dire que là, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt cette partie-là, en bas. Première chose, en race, nous aurons des Tuatha, des Sides, des Fireblog et des Illusions. Bon, les Illusions, je pense pas que ce soit une vraie race. En militaire, on aura les Fireblog Infanterie, l'infanterie Sides et les guerriers sacrés Tuatha. Donc ça, c'est tout simplement, donc, en fait, c'est les Tuatha qui dominent dans Tirnanog. En magie, on aura accès donc au Spell Song. Ça, c'est quelque chose que je connais très peu. C'est, il me semble, une nouveauté de Dominions 4, mais j'ai pas encore expérimenté dans... J'ai fait qu'une partie Dominions 4, j'ai beaucoup joué à Dominions 2, j'ai pas mal joué à Dominions 3, mais du coup j'ai fait qu'une seule partie sur Dominions 4. On aura accès surtout donc aux magies d'air, de nature et d'eau, donc ce qui nous permet déjà un bon panel de pouvoir, sachant qu'il y a 8 écoles de magie, on va dire 8 natures de magie, et un peu de terre, donc... Grosso modo, ça vous donne une idée de ce que va vous proposer la nation en termes de mages, en fait, et de leurs capacités. Et les prêtres sont plutôt moyens, ce qui veut dire qu'il va falloir que notre dominions, notre religion soit suffisamment forte, parce que nos prêtres ne seront pas
exceptionnellement fort pour retenir la puissance religieuse des adversaires. Donc choisissons. Et donc là on arrive sur le design de notre Pretender. Et là c'est assez marrant parce que on a un nombre de design points. Grosso modo, dès qu'on va mettre des points quelque part, ça va nous coûter ou nous donner des points pour créer notre Pretender. Tout d'abord, on a la forme physique. La forme physique, elle est très différente en fonction de qui on va jouer. Si on jouait par exemple un peuple de lave, on n'aurait peut-être pas accès à l'aigle solaire ou au corbeau de l'outre-terre. De la même façon, on n'aurait peut-être pas accès à la démiliche. Je sais même pas ce que c'est ce truc, c'est tellement immonde. Mais voilà, on n'aura pas accès forcément aux mêmes formes physiques. Par exemple, il me semble que les Irmisul, c'est pas possible avec le peuple de lave. D'ailleurs, il est susceptible au feu, donc ça vous donne une histoire, une idée. Donc, si je prenais par exemple Irmisul, il aurait accès à de la magie de la nature, plutôt bon, 3. Il aurait 11 en recherche, ce qui est assez violent. Il est résistant aux attaques contournantes, résistant aux attaques perçantes, un peu sensible au feu, résistant au poison. Il n'a pas besoin de manger. C'est forest survival, c'est normal, c'est un arbre vivant. Hein. Il donne de la bouffe. Il a Evil Lord, alors ça je ne sais même pas ce que c'est. Persiste as an Evil King by Vine Main. More than main will arrive with each summoning. Ok, donc en fait il a un bonus s'il fait apparaître une certaine créature magique. Et Innate Spellcaster, donc ça c'est... En gros, il a des capacités innées pour lancer de la magie, ce qui lui permet d'agir, de lancer parfois plusieurs sorts dans le même tour de combat. Là, on tape un peu dans un peu compliqué. Enfin, il a 3 armes, donc 3 branches, tout simplement, qui font chacune 14 de dégâts contondants. On le voit ici. Avec un taux d'attaque de 8, c'est pas exceptionnel, c'est même plutôt faible. Et une allonge de 0. Là où on voit donc des trucs, c'est que on voit ses points de vie, sa protection, sa résistance magique, son moral, sa précision, sa défense, son attaque et sa force. On reviendra dans le 2e épisode sur toutes ces stats. Sachez juste que il existe 3 types de Pretender. Le premier, c'est celui-là. C'est ce qu'on va appeler souvent un blesser. Le blesser, il va chercher à avoir des gros bonus dans une ou 2 magies. De monter très haut en niveau. Ça peut monter jusqu'à 10. Pourquoi vouloir monter très haut en niveau? Tout simplement parce que si vous montez suffisamment haut, et surtout avec un petit peu élevé, vous voyez que là, si j'ai l'aigle par exemple, j'ai 1 en feu, 1 en air de base. Ça me donne pour l'instant 1 de morale. Pourquoi 1 de morale? Tout simplement parce que c'est comme ça. Le fait de bénir mes troupes sacrées leur donne 1 de morale de base. Si j'augmente à 4 en feu, ça leur donnera 1 de morale et plus 2 en attaque. Si je monte à 4 en air, ça leur donnera plus 1 de morale, plus 2 en attaque, plus 2 en précision, et plus 20% de distance de missile. Donc un arc, une arbalète, tout ce que vous voulez. Si je montais à 4 en eau, donc je vais rebaisser ici histoire qu'on y voie plus clair, ça leur donnerait 2 en défense. 4 en terre, 2 en réinvigoration. Oh là, réinvigoration. Oh là là, on va pas le dire 2 fois, hein, celui-là j'ai du mal à le dire. Si je montais ici, hop, à 4 en astral, ça me donnerait de la résistance magique. Ici, donc Undying. Alors ça c'est assez ouf parce qu'avant c'était affliction, mais il me semble que c'est toujours la même chose en fait. C'est juste dit autrement. Ici c'est des points de vie. Et ici c'est de la force. Mais il y a autre chose. C'est-à-dire que si vous montez à 9, vous voyez que ici vous avez Magical Missile Range, ok, mais vous avez aussi Air Shield derrière. Et ça change totalement la donne. Parce que ce que vous êtes en train de faire, ici, c'est de donner des gros bonus de partout. Bon,
On va monter à 10 de partout, mais c'est impossible, hein, je vous le dis tout de suite. Vous ne pouvez pas avoir 10 de partout comme ça au début. Et d'ailleurs, ce serait un peu abusif, parce que si vous regardez bien, en fait, à chaque école de magie, vous avez un truc un peu ouf qui est lié si vous montez au-dessus de 9. Pour le feu, vous avez des armes enflammées. Pour l'air, vous avez donc ce fameux Air Shield. Pour l'eau, vous avez la Quickness. Donc, pour la terre, vous avez de la protection en plus. Pour l'astral, vous avez Twist Fate. Pour la mort, vous avez des armes de mort. Pour la nature, vous allez avoir de la régénération. Et pour le sang, vous allez avoir Blood Vengeance. Donc ça a changé par rapport aux deux. Et comme je joue très peu avec la magie du sang, je ne connais pas. Mais voilà, vous allez avoir beaucoup de bonus comme ça. Et en fait, tout ça, ça va s'ajouter quand vous allez bénir vos troupes sacrées. Donc ça, le Blesser, ça vous sert tout simplement à avoir des troupes sacrées plus puissantes. Et du coup, le Pretender va surtout être là pour booster vos troupes sacrées. Et donc, votre stratégie va s'articuler autour des troupes sacrées. Souvent, ça veut dire que vous allez prendre une nation qui peut avoir beaucoup de troupes sacrées pour pas cher. Puisque du coup, il va vous en falloir pas mal. Le deuxième type de Pretender que vous allez pouvoir trouver, c'est souvent ce qu'on appelle les super combattants. Super combattants, c'est des trucs du style le dragon. Vous voyez qu'ici, il y a un dragon de feu. Donc on le voit, ici, feu. Dragon Fire. Un dragon de glace, Dragon Frost. Et un dragon de poison, normalement. Voilà, Poison Damage. Ces dragons, donc ces super combattants, bon, ils ont un peu de magie. Voilà, ils ont de la recherche, ils ont quelques effets, on va pas passer sur tout, on reverra ça au fur et à mesure quand on regardera les différentes les différentes unités de la nation. Mais ce qui nous intéresse surtout, là, c'est ces stats de base. Ces stats de base, ici, dites-vous que si vous êtes à 10, au-dessus de 10, partout ici, vous êtes au-dessus de la moyenne. Si vous êtes au-dessus de 15, quasiment de partout, vous êtes très très bon. Si vous avez des stats qui sont au-dessus de 20 ou de 30, c'est juste génial. Sauf les points de vie. Les points de vie sur un dragon, la moyenne c'est de 100. On parle d'un dragon. Vous le voyez, dragon is typically over 100 HP. C'est-à-dire que 125, c'est énorme. Lui a 250, mais c'est un arbre, hein, rappelons-le, et il n'est pas fait pour aller au combat, à la base. En tous les cas, pas pour aller en première ligne au combat. Mais si vous regardez, par exemple, le Horned One, il a 26 de force, 14 en attaque, une bonne précision, peu de protection, mais beaucoup de points de vie. Vous avez plein de personnages comme ça qui sont faits pour aller au combat. Son of the Sea est pas mal fait pour aller au combat et sert de très bon mix entre le super combattant et le blesser. Parce que je vous donne 3 types, mais il faut bien comprendre que c'est pas parce que je donne 3 types que ces 3 types sont exclusifs. Vous pouvez très bien faire un peu des deux. Grosso modo, souvent votre Pretender reste quand même assez bon. Hein. Si vous prenez un Earth Serpent par exemple, vous avez de la magie. Ce truc est juste incroyable en termes d'attaque. Il a une protection de fou. Il va pouvoir se faire parfois des armées à lui tout seul. C'est pas pour ça que qu'il ne pourra pas diriger d'armée, par exemple. Ou le contraire. Bon, bien évidemment, si vous prenez le vieux schnock qui est tout pourri et qui a pas de protection et qui a 9 points de vie, bah, évitez de l'exposer trop violemment. Hein. C'est compliqué. Voilà. Le dernier type, c'est ce qu'on appelle le support, tout simplement, et c'est vachement, on va dire, vachement symbolisé par cette dernière ligne souvent, et notamment la grande enchanteresse. Si on regarde par exemple la Great Sorceress, vu qu'on joue les Tuatha, enfin les Tirnanog, on a moins 20 en fait en coup dessus. Comme on a moins 20 sur le dragon, et au lieu des autres dragons qui coûtent 220, le dragon ici nous coûterait 20. Parce que bah, y a un petit avantage, le jeu nous pousse un peu à aller vers lui. Si on regarde ici, voilà, lui, le Son of Sea, a moins 20 aussi. On a quoi? Bah, ça doit être tout, hein, je pense. C'est déjà pas mal. Donc si on prenait la Great Sorceress, par exemple, elle a 2 magies de base. Elle a
de la recherche, elle a plein d'autres trucs. C'est pas vraiment un super combattant, elle a pas des stats de fou furieux. Par contre, le fait qu'elle ait 2 magies et surtout un New Magic Path Cost ici à 10, fait qu'en fait ça ne lui coûtera que 10 d'apprendre le premier niveau d'une magie qu'elle n'a pas. Là où par exemple ici ça vous coûte 40, ou alors chez lui ça vous coûte 60, ou pire encore, chez un dragon ça vous coûte 80. Dernière chose à prendre en compte quand on crée son Pretender, c'est la puissance intrinsèque de son propre Dominions. Je m'explique. Ici, vous avez la puissance de votre Dominions. Vous pouvez monter jusqu'à 10. Ça vous coûte beaucoup de points. Ici, on était à 350. Pour monter à 10, ce qui est la valeur maximum, ça nous coûte quasiment 252 points, hein, tout simplement. Ça coûte beaucoup de points, du coup. Et du coup, on pourrait vouloir monter que jusqu'à 6, par exemple. Par contre, si, au lieu de prendre cette forme physique, on prend celle-ci, par exemple, l'Oracle, qui a Dominions de base de 4, monter à 10 nous coûte beaucoup moins. À peine 200 points. Même pas 200 points. Du coup, on est en droit de se poser la question. C'est-à-dire que si on veut jouer avec un Dominions très fort, par exemple de 7, 8 voire 9, ça peut être intéressant d'avoir ici, vu qu'en fait c'est exponentiel. Le premier point nous coûte 7. Puis ensuite ça nous coûte 14. Et ensuite, ça va nous coûter encore plus, encore plus. Donc du coup, partir d'un Dominions qui est déjà puissant, ça nous permettrait d'avoir un Dominions très puissant. Par exemple, monter à 9 pour moins de 150 points, ça permet d'avoir un Dominions qui est extrêmement fort par rapport aux autres Dominions. Donc voilà. Bon, on peut revoir la Nations Description, c'est toujours très pratique pendant qu'on est en train de faire notre Pretender. Voilà, comme ça, on peut se rappeler que Air, Nature, Eau, on aura déjà 2 bases. Hein. Donc voilà. Bon. Pour ce let's play, nous on va partir sur une spécialité des Tirnanogs, on va partir sur le Son of the Sea, qui a la possibilité de nous donner air et eau. Bon, c'est un peu la base du truc, mais bon, ce qui nous intéresse chez lui, c'est plutôt sa capacité à être un super combattant. Et aussi à diriger énormément de troupes. On le dira jamais assez. Bon, là, il y a plusieurs autres informations sur lesquelles on repassera dans le 2e épisode, parce que cet épisode va déjà être tellement long que ça va être un peu abusif sinon. Donc voilà. Donc 250 points. Oui, donc vous avez un pool de points ici. C'est en fait, vous avez 500 points pour designer votre truc, sauf que votre forme physique vous coûte déjà des points, hein. Donc ici nous on bouffe déjà 250 points rien que pour avoir ce mec là. On va pas faire de la magie à fond, on va monter à 3 et 3, histoire de pouvoir découvrir la plupart des sites magiques, mais pas franchement. On va pas prendre de nouveaux passes, parce que ça nous coûterait trop cher en nombre de points. Vous voyez, si j'en découvre un autre, bim, 60 points d'un coup, c'est quand même extrêmement cher. Alors que si je prenais 4 et 4 par exemple, au final, vous voyez, regarde, 154, 142. Donc rien que monter 4 et 4 pour jouer un peu avec les Blessed, ça nous reviendrait carrément moins cher. D'ailleurs, on pourrait partir là-dessus, ça pourrait être pas mal, 4 et 4. Ici, on va monter à 5, histoire d'avoir un truc correct. Hein, on pourrait monter à 6 même. Mais vous allez voir que on va avoir plusieurs petits problèmes. Ici, c'est notre Dominions. Notre Dominions, donc, on vient d'en déterminer la force, mais vous voyez qu'il y a 6 autres éléments sur lesquels on peut jouer. Première chose sur laquelle on peut jouer, c'est l'ordre et le désordre, en gros. On va dire le bordel. Si vous allez, ordre et chaos en fait. Si vous allez vers l'ordre, vous allez avoir plus d'impôts, vous allez avoir une réduction de l'unrest, donc de l'agitation dans vos provinces, et vous aurez moins de chances d'avoir des événements aléatoires. Si vous allez vers le désordre, ce sera le contraire, c'est-à-dire que vous aurez moins d'impôts, il va y avoir du bordel dans vos provinces, et en plus de ça, vous aurez plus de chances d'avoir des événements. Ici, vous avez la production et la fainéantise, grosso modo. Si vous allez côté production, vous allez récupérer plus de ressources, plus d'income. Si vous allez dans l'autre sens, le contraire. Chaleur et froideur. Alors ça, c'est un peu particulier, parce qu'en fait, si on choisit une nation, il y a certaines nations qui se sentent bien à chaud 1, par exemple, ou à froid 1. D'autres qui se sentent bien à froid 3, ou à chaud 3, par exemple. Il y a 2 avantages.
Déjà, la plupart, donc la nation de base, humaine, classique, qui se sent bien à une température classique, elle va vouloir rester à 0. Une nation qui se sent bien à chaud 3, par exemple, elle va avoir des malus si elle se retrouve à 0. Là, ici. Par contre, si elle est à chaud 3, au lieu d'avoir moins 15 et moins 30, elle va avoir 0. Mais elle va quand même avoir gagné les points en haut, parce que si vous regardez bien, quand je clique ici, je suis à 112, je mets des points, je me retrouve à 232. J'ai gagné 110 points, 120 points. Ce qui est pas mal. N'ayons pas peur de le dire. 40 points par coup, c'est pas mal. Donc c'est un gros avantage des nations qui se retrouvent à être bien à des températures un peu bizarres, c'est qu'elles auront plus de points pour faire leur dominions. Vous avez aussi des nations qui font le choix, elles sont par exemple bien à chaud 1 et elles vont jouer chaud 2. Déjà parce que ça va apporter plus de malus aux autres races qu'à eux-mêmes, parce qu'elles vont se retrouver à chaud 1, ok, elles auront des malus parce que c'est chaud 2, mais elles auront quand même 2 fois moins de malus que leurs adversaires sur lesquels elles sont en train de répandre la chaleur. Et ça peut être une stratégie. D'autres vont tout simplement jouer à chaud 3, ou vont jouer à chaud 1 même s'ils se sentent bien à 1, tout simplement parce qu'ils se disent que les autres auront les malus aussi, et que surtout eux auront plus de points pour designer leurs dominions. Vous avez ensuite on va dire, en gros, donc growth et death. Donc je suis pas expert, je suis pas très à l'aise en anglais à ce niveau-là. Growth c'est quoi? C'est pousser, comment on va dire la croissance et la mort, grosso modo. Donc croissance va vous donner plus d'income, plus de supply et une rapidité, donc à vos provinces gagneront en population plus rapidement. Si à l'inverse c'est la mort, ça va être le bordel. D'ailleurs c'est assez drôle de voir que si vous jouez comme ça par exemple, le supply est à moins 75 et ça peut faire très mal très vite. Donc voilà. Là vous avez donc la chance ou la poisse. Tout simplement ça va agir sur les chances que vous avez d'obtenir des events, mais aussi la fréquence à laquelle ces events vont être bénéfiques ou non pour vous. Enfin, vous avez la recherche. Ça, en général, je ne mets pas. Ça m'arrive même de mettre -1. En gros, ça va agir sur la recherche de vos mages. Est-ce qu'ils vont être plutôt à l'aise en recherche ou pas? Alors, les Tirnanog sont assez chers en termes de ressources et d'argent. Du coup, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de leur mettre la malchance à 1. Tout simplement parce que je trouve pas que ce soit très cher payé pour gagner 40 points. Alors effectivement on aura un peu plus de chances d'avoir des cas où ça nous emmerde, mais on va pouvoir mettre plusieurs points ici. Et notamment mettre 1 et 2. On va peut-être même revenir ici pour mettre 1 ici. Voilà. Je pense qu'on va partir sur un Dominions comme ça, c'est-à-dire une puissance moyenne. Hein, on va pas pousser chez nos adversaires comme ça, on va plutôt s'en remettre à nos armées. Un peu d'ordre, histoire de gagner un peu d'income. On voit qu'on est du coup à 12% d'income en plus, un peu d'agitation en moins, pas mal de ressources en plus, 30%, des supplies en plus qui nous permettra de stocker des armées plus grandes sur les provinces, mais aussi du coup des events plus 3%. On a réduit un peu via l'ordre qui diminue la fréquence des events. On récupère donc un peu plus de population à chaque fois, et par contre on a, s'il y a des événements aléatoires, il y a plus de chances qu'ils soient pas cool avec nous. Je me disais qu'ici il y a mort aussi, et que mort pourrait être plus intéressant. Hein, si on fait ça par exemple, pourrait être carrément plus intéressant. Ou alors on le fait jouer en mort, on se base pas sur les blessings, et on crée un Dominions un peu plus badass. Ouais, ça pourrait être cool ça. Ça pourrait être cool, on va passer comme ça. 2, 2, 1, moins 1, 6. On lâche donc l'air et l'eau. On s'en remettra, je vous rappelle que si on vient ici, l'air et l'eau sont déjà pris en compte par nos gens. Et du coup, notre prétendeur fera de la magie de la mort, ce qui lui permettra d'apporter à notre nation quelque chose qu'elle sait pas faire. Vous avez aussi une autre solution, vous pouvez commencer, alors ça c'est plus souvent avec des héros, des prétenders de type support ou blesseur. Vous allez pouvoir commencer, puisqu'un super combattant, vous avez envie de l'avoir avec vous dès le début de la partie, vous allez vouloir rentabiliser sa puissance dès le début de la partie.
Mais vous pourriez commencer en vous disant, mon Pretender, j'en ai pas besoin sur les premiers tours de jeu. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez le mettre soit en endormi, soit en emprisonné. Ça va avoir pour effet de vous faire gagner des points. Par exemple, si on avait décidé de le mettre en emprisonné, on gagnait 250 points. On aurait pu monter extrêmement haut là-dedans. Si vous jouez par exemple avec un héros de type support et qui est là pour vous servir à lancer les dernières magies, vous faire un mage de fou, et que vous savez que vous allez pouvoir vous en tirer sans votre Pretender au début du jeu, et ben vous pouvez partir là-dessus et lui augmenter ses magies de façon assez violente. Vous voyez là on aurait pu monter super haut là-dessus en allant chercher voilà 6, 5, 5 des bonus de fou, en faire un super combattant, blesseur, support, voilà. Sauf que quand il est emprisonné, grosso modo, pendant 3 ans, vous n'allez pas avoir votre Pretender. Il va apparaître qu'au bout de 3 ans, plus ou moins 6 mois. En dormant, c'est la même chose, sauf que c'est 1 an, plus ou moins quelques mois. En gros, c'est entre 9 et 15 mois. Alors que l'autre, c'est entre 3 ans, plus ou moins 6 mois, c'est tout, quoi. C'est extrêmement long. Hein. Ce qui est pas mal dans l'histoire, c'est que ça permet une grosse variété de stratégies. Vous pourriez très bien refaire une autre partie avec Tir na Nog et qu'elle ressemble pas du tout à celle que vous faites là maintenant. Et ça, c'est génial. Repassons-le en Awake, passons-le en 1-1-4. Et c'est pas mal, on est arrivé à designer avec 0 points qui est restant. On va pas mettre de password, on s'en fout, et on va faire tout simplement OK. Et là, je pourrais nommer mon Pretender, ben, je vais laisser le jeu le faire. J'aurais bien mis Vensonge, mais ça fait un peu prétentieux quand même. Donc, on va pas le faire. Donc, Mananan. C'est un nom de merde. Très sincèrement, hein, c'est un nom de merde. Donc enfin, nous sommes sur les caractéristiques de la partie. Donc tout ça, on va laisser correct. On va juste monter ici à 55. Ça me paraît pas mal. 50. En gros, c'est des sites spéciaux, donc c'est des trucs assez intéressants. Là, c'est des multipliers. En fait, vous pouvez monter vachement haut. Ici, vous avez 300 et vous pouvez descendre à 50. On va laisser à 100%. Les random events sont rares, donc c'est ce qu'il y a de base. Story event disable, scorecraft are disable. Moi, j'aime bien les ajouter, donc on pourrait tout simplement mettre info other nations are disable. Je sais qu'en multi, c'est soit cette option qui est calculée. En gros, soit vous avez accès juste à vos infos sur votre nation, soit vous avez accès à aucune info des graphes. En solo, moi j'aime bien dire voilà, c'est accessible. Limited Unique Artifact Forging Rate, ça on s'en fout. Enfin, on s'en fout, non, mais voilà. Standard de recherche, on va laisser. On va accepter de renommer nos différents commandants, etc. D'ailleurs, si vous voulez qu'un commandant de la partie porte votre nom, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, hein, ça pourrait être intéressant. De toute façon, j'en reparlerai au début du prochain épisode. Limited Artefact, ouais, ça en gros, ça évite que il y ait trop d'artefacts uniques qui soient craftés en même temps. En fait, vous pourrez en crafter qu'un seul par mois, donc sachant qu'un tour c'est un mois en fait. Et Hall of Fame, on va mettre 15. En fait, quand des unités, des commandants ou des mages, etc. commencent à s'illustrer sur le champ de bataille, elles peuvent rentrer au Hall of Fame et ça leur donne des pouvoirs spéciaux, c'est assez sympa. Donc du coup, j'aime bien augmenter et mettre 15. Treat Prevention is active, c'est normal. Et là, on fait OK et ça balance le jeu. Et donc, pendant que ça crée tout ça, bah ça y est, c'est fini. Mais là, on aura des tests d'ambiance. Mais du coup, on va se quitter là pour aujourd'hui. On est déjà quasiment 40 minutes de vidéo. Je vous avais dit que ce serait long, que ce serait beaucoup d'explications, pas du tout de gameplay. J'ai pas menti. En tous les cas, pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout, je vous remercie, vous n'avez pas perdu votre temps, de toute façon c'est un super jeu que vous êtes en train de découvrir, j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. On se retrouve dès demain pour la suite, avec l'épisode numéro 05, et on va commencer à s'intéresser un peu à la nation des Tir na Nog. Allez, je vous retrouve dès demain, ciao ciao.